Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Michel Zumkeller pour les constructifs républicains UDI indépendants. Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, monsieur le vice-président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Les deux projets de loi qui nous réunissent aujourd'hui répondent à un engagement du président de la République et poursuivent un objectif parfaitement légitime et nécessaire, rétablir la confiance dans la vie publique. Rétablir la confiance, le mot est fort, mais il est loin d'être exagéré, car aujourd'hui, cette confiance semble bel et bien rompue. La confiance dans la vie publique est un sujet ancien, certainement autant que l'est la démocratie. N'ayons pas peur de le dire, nos concitoyens ne nous font plus confiance, ils ne croient plus en la politique. De la méfiance naturelle que l'on peut certainement rencontrer dans toutes les civilisations entre un peuple et ses gouvernants, nous sommes désormais passés à une véritable défiance. Depuis quelques années, il ne se passe pas un mois sans qu'une nouvelle étude ne vienne démontrer et confirmer ce phénomène grandissant. Et pour ceux qui auraient échappé aux conclusions alarmantes de ces enquêtes, il suffit d'observer le fonctionnement de notre démocratie, l'ampleur de l'abstention aux dernières élections et la montée du populisme. Sans oublier, bien sûr, la surmédiatisation des affaires qui laisse à penser que tous les responsables politiques ont été ou seront concernés un jour par de tels scandales. Si bien qu'à cause de quelques-uns qui ont indécemment exploité les failles d'un système politique un peu opaque pour servir leur propre intérêt, nous devrions tous être coupables ou tout du moins complices. Eh bien non, mes chers collègues, ne laissons pas nos concitoyens penser cela. Rappelons inlassablement que cette infime minorité ne doit pas faire oublier qu'il y a en France plus de 600 000 élus qui se dévouent quotidiennement, pour la plupart bénévolement, pour servir l'intérêt général. L'heure est grave, nous atteignons certainement un point de non-retour dès lors que cette défiance peut se transformer en dégoût et qu'un sentiment d'injustice et de révolte habite tous ceux qui souffrent ô combien dans notre pays. Il nous faut donc agir rapidement et massivement pour recréer du lien, pour rétablir la confiance et pour préserver ce contrat qui nous unit tous. Mais ici aussi, et plus encore lorsqu'il s'agit de légiférer, il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Il était évidemment nécessaire de réagir aux affaires afin que de tels scandales ne puissent plus jamais se reproduire, mais il fallait avant tout proposer une réforme globale, ambitieuse, structurelle et pas seulement conjoncturelle. Malheureusement, nous sommes nombreux à penser que ces deux projets de loi proposés par le gouvernement sont en train de passer à côté de cet enjeu majeur. En réalité, Madame la garde des Sceaux, ces textes ressemblent davantage à des lois d'ajustement préparées dans l'urgence afin de suivre le calendrier médiatique que s'est fixé l'exécutif. C'est bien dommage, car il y a tant à faire pour essayer de rétablir la confiance dans la vie publique et les occasions sont rares, d'autant que nous n'avons plus le droit à l'erreur, encore moins à l'inaction. Bien sûr, certaines mesures vont dans le bon sens. Je pense notamment aux dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts, à celles relatives aux conditions d'inéligibilité, aux obligations déclaratives ou encore au financement des candidats et partis politiques. Mais il y a aussi les symboles que sont les emplois familiaux, l'IRFM ou la réserve parlementaire, qu'il fallait évidemment réformer car le manque de transparence pouvait parfois les rendre suspects aux yeux de nos concitoyens. Mais pas ainsi, pas de cette manière, en faisant table rase sans réflexion, sans discussion et sans concertation préalable. Sur les emplois familiaux au préalable, aurait-il été plus utile de s'interroger sur la création, de vérifier l'effectivité du travail parlementaire, vérifier l'effectivité du travail des assistants et de mettre en place un véritable statut pour nos collaborateurs qui travaillent, comme ça a été dit à plusieurs reprises, pratiquement dans un cadre juridique pratiquement inexistant. Sur les indemnités parlementaires, ces projets de loi étaient l'occasion de redéfinir ce régime en s'inspirant de ce qui marche chez nos voisins européens, pour le clarifier et le simplifier, tout en préservant l'autonomie et l'indépendance des députés et des sénateurs. Au lieu de cela, le gouvernement et la majorité ont décidé seuls de la mise en place d'un nouveau système qui non seulement risque d'être trop complexe, trop coûteux, mais surtout qui ne permettra pas de se prémunir contre les véritables abus. Je crois que nous devons résoudre le sujet qui est les députés sont des employeurs indépendants, mais ils sont soumis à une dotation qui vient de l'Assemblée nationale. Donc dans ce cas, soit on est vraiment considérés comme des indépendants, soit c'est l'Assemblée nationale qui gère tout ça, qui contrôle tout, mais je crois qu'on est entre les deux. Et effectivement, faire contrôler par l'Assemblée, ça va nécessiter de nombreux postes, ça va exactement nécessiter des frais exorbitants, et le risque, c'est qu'à cause de cela, le contrôle ne s'effectue pas. Et c'est vers cela qu'on se tourne, et donc vous ne résoudrez absolument rien. Et il reste la réserve parlementaire. Alors, on entend beaucoup de bêtises sur la réserve parlementaire. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on associe moralisation aux réserves parlementaires. Je crois que ceux qui parlent de ça ne savent pas ce que c'est que la réserve parlementaire.
La réserve parlementaire, je le dis à nos nouveaux collègues, parce que peut-être ils ne savent pas, ce n'est pas le député qui fait des chèques. On attribue une somme aux parlementaires qui est contrôlée par le ministère de l'Intérieur pour aider des villages, pour aider des associations. C'est ça le sujet. Et de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? On parle de 130 000 € par an et par circonscription. 130 000 €. Et ça sert à quoi? Ça sert à donner 5 000, 7 000, 10 000 €. Ça sert à quoi? Ça sert à activer des projets. Et à tel point l'État n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, que vous soutenez une commune pour un projet de 100 000 € et que vous donnez 10 000, l'État va récupérer 20 000 € de TVA. C'est-à-dire qu'en donnant 10 000 €, l'État récupère 20 000, fait travailler principalement les entreprises du bâtiment. Et c'est ça que vous êtes en train de supprimer. C'est le soutien aux petites communes et la réalité. Et sans vous parler des associations. Sans vous parler des associations, parce qu'on donnait quoi, 2 000 3 000 € à des associations qui en avaient besoin. Et j'y étais. Et en fait, à ces associations, il va manquer ces 2 000 3 000 €. Et là aussi, on nous dit que c'est pas moral. C'est pas moral d'aider une association qui fait le droit des femmes dans les quartiers. C'est pas moral de donner 3 000 €. Par contre, Madame la Ministre, l'argent que vous allez donner, il est moral. La réserve ministérielle et la réserve présidentielle, elles vont être morales beaucoup plus que la nôtre. Et on nous explique que ce n'est pas le rôle du député de donner de l'argent. Très bien. Alors imaginons un cas qui, évidemment, vous allez voir, n'arrive jamais. Imaginons un député qui devient ministre. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrivera pas. Quand il est député, il ne peut pas donner. Il va être 2 ans ministre, il va donner, il va redevenir député et il aura donné pendant 2 ans. Et ça, c'est moral? Donc il y a un moment, je crois que si jamais on veut résoudre le problème, allez-y. Mais allez-y totalement. Totalement. Et ne vous considérez pas différent des parlementaires, parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes issus du rang des parlementaires. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur ces 3 sujets qui sont emblématiques. On est prêt à la réforme, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Sur tous ces points, comme je viens d'essayer de vous le démontrer, on a fait des propositions plutôt constructives et sans parti pris. Mais tous les amendements que nous avons proposés, comme tous ceux des autres groupes de l'opposition, ont été irrémédiablement rejetés, Madame la garde des Sceaux. Quelles que soient vos sensibilités politiques, j'en appelle donc à l'ouverture d'esprit de nos collègues. Un amendement, il n'est pas fatalement mauvais parce qu'il vient d'un groupe opposé. Il peut être très bon. Essayons de discuter, essayons d'avancer. Je crois que c'est l'honneur de cette Assemblée de travailler dans ces conditions. Nous aurons donc, durant ce débat, des propositions à faire sur le statut, je l'ai dit tout à l'heure, sur la suppression du verrou de Bercy, qui est là aussi injustifiable. Injustifiable. Sur la responsabilité financière des ministres, qui dans ce cas sera également injustifiable, et encore sur l'obligation des hauts fonctionnaires de démissionner de la fonction publique lorsqu'ils exerceront un 2e mandat parlementaire. Car en réalité, Madame la garde des Sceaux, lorsqu'il s'agit de confiance dans la vie publique, les élus ne peuvent pas être les seuls concernés. Au fond, les fonctionnaires participent également à cette confiance. Et l'histoire de notre administration a conduit des particularismes d'un autre temps qui comportent eux aussi leur lot d'opacité et d'avantages qui doivent être perçus comme des privilèges. Par ailleurs, je tiens à rappeler qu'il nous faut toujours être prudents et réfléchis lorsqu'il s'agit de moralisation, car la démagogie et le populisme ne sont jamais loin. À vouloir laver plus blanc que le blanc, nous prenons le risque de nourrir l'antiparlementarisme. L'autoculpabilisation et l'incrimination par principe ne peuvent rétablir la confiance puisqu'elles sèment le doute et donc le soupçon. Nous en avons tous conscience. L'opinion publique est parfois impitoyable et injuste, surtout lorsqu'il s'agit de la vie politique. Prenons garde à ne pas faire le lit de la vindicte populaire. À l'évidence, ce ne sont pas ces 2 projets de loi qui, une fois adoptés, vont miraculeusement permettre de rétablir la confiance. Mais nous espérons sincèrement qu'ils y participeront quand même. C'est pourquoi notre groupe fera à nouveau des propositions pour que ces textes soient à la hauteur de l'ambition que nous partageons tous, renouer le lien avec nos concitoyens, car la confiance entre la nation et ses représentants, c'est la valeur cardinale de la démocratie. Sans elle, rien n'est possible. Avec elle, tout est à faire. Merci.